Cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter les prochains panels. Je me présente, je suis Jessica Joseph-Auguste. Donc pour le prochain panel, nous avons l'honneur d'accueillir deux entrepreneurs de renom sur la thématique de l'avenir des cosmétiques. Dans ce panel, nous explorons l'avenir de l'industrie cosmétique en mettant en avant les différentes tendances, les innovations et les défis qui la façonnent. Madame Adja Sokona et Madame Alexandra Nganga, deux entrepreneuses de renom, apporteront leur expertise et leur perspective unique sur cet univers qui est en constante évolution. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Gladys Mignan qui animera ce panel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'après-midi. Et là, on va parler d'un sujet qui me touche personnellement, puisque moi-même, je suis aussi entrepreneuse dans la beauté et également aussi journaliste et animatrice radio. Et on va tout de suite commencer, puisque je sais qu'il y a un peu de retard sur le programme. Donc, du coup, je vais appeler Alexandra Nganga. Est-ce qu'elle est dans le coin? Est-ce qu'on peut applaudir pour Alexandra, s'il vous plaît? Ensuite, j'appelle aussi Adja Sokona, si elle peut nous rejoindre. Parfait. Installez-vous, mesdames. Alors c'est vrai, hein, merci pour cette introduction sur l'avenir des cosmétiques. C'est un secteur d'activité qui, lui, est en pleine mutation et je dirais même depuis post-Covid. On voit que vraiment il y a un sacré changement dans ce secteur-là. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, on aimerait savoir pour vous, mesdames, comment vous êtes arrivées dans l'entrepreneuriat et surtout dans le secteur de la cosmétique. Je vais commencer par Alexandra qui est juste à ma gauche. Est-ce qu'elle peut nous parler un petit peu de son histoire? Comment est arrivée Alexandra à entreprendre dans le secteur de la cosmétique? Oui. Oui, moi, en ce qui me concerne, j'ai été éduquée dans un parcours très classique. Il fallait que j'ai des diplômes. Tant que tu n'as pas fait 5 années d'études, tu ne peux pas t'arrêter. Et ensuite, tu travailles. Et je n'avais pas du tout idée, en fait, que j'allais devenir entrepreneur. Et puis, puisque j'ai fait 5 années d'études et que je me suis retrouvée dans une entreprise, j'avais beaucoup de travail, j'ai commencé à avoir une vie qui me laissait très très peu de temps pour prendre soin de moi et qui faisait que le soin capillaire, ça devenait vraiment une charge. Pour les femmes qui sont ici, peut-être vont comprendre, il n'y a pas de mots. Il n'y a parfois pas de mots pour qualifier que les soins capillaires sur nos cheveux texturés sont un peu compliqués parce qu'on n'a pas été forcément éduqués pour en prendre soin comme on le fait aujourd'hui. Et donc, c'est après avoir voulu m'occuper de ces cheveux, quelque part un peu les dompter, c'est un terme assez péjoratif, mais quelque part, il y a une sorte de lutte interne qui se passe avec ces cheveux. Quand on revient au naturel, je vous fais vraiment un raccourci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et moi, j'avais envie d'y arriver sans pour autant que ça me prenne trop de temps, que ça prenne trop de temps. Que ce soit vécu comme une sorte de poids, et puis évidemment parce que j'avais envie d'être jolie, quoi. Donc, et je crois qu'on essaye tous d'être à la meilleure version de nous-mêmes, donc il fallait vraiment que je trouve cette gamme. Et puis il y a pas mal de produits sur le marché, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas du tout, parce que souvent on dit oui, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et alors je me suis lancée. La seule chose, c'est que dans le processus, les marques aujourd'hui sont très tentées d'offrir un maximum de produits, de faire des gammes assez grandes, parce que ça permet de consommer et parce que finalement, on a l'impression aussi, dans notre éducation, que plus il y a du produit, et mieux mes cheveux vont se porter. Et en réalité, en comprenant bien comment fonctionne le cheveu et quels sont ses besoins, je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'était une gamme simplifiée pour permettre d'avoir des cheveux en bonne santé, beaux, mais sans qu'on ait à passer un temps interminable dessus. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à me lancer, parce que pour le coup, il y a quelques années, c'était très compliqué de trouver ce genre de gamme avec un prix abordable et naturel.
Parfait, merci pour cette présentation. Je me retourne auprès de Adja Sokona, qui est parfumeuse. Hein, c'est vrai que c'est pas très commun. Hein, on entend souvent des créations de produits pour la peau ou bien pour les cheveux. Mais en tout cas, là, vous vous orientez sur le parfum. Comment on arrive à entreprendre dans le secteur de la parfumerie? Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci Sheila. Comment on arrive à entreprendre dans la parfumerie? C'est d'abord une question de passion. Je pense que nous tous ici, on est en tant qu'entrepreneur, la première, je ne sais pas si c'est une qualité ou le premier moteur, ça doit être la passion. Donc je ne suis pas si différente de vous tous. Moi, c'est la passion. Et je dirais non seulement une passion très entretenue, et c'est très culturel chez nous. Je viens d'Afrique de l'Ouest, et vous savez bien que chez nous, l'encens a une place primordiale. Donc je suis née dans ça. Et pardon, j'ai la voix un peu tremblotante. Non, ça va aller, ça va. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour l'encourager, s'il vous plaît? Je vous rassure, je ne suis pas timide du tout. Et du coup, voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un cadre familial où l'odorat avait une très, très grande importance. J'avais des parents très, très grands passionnés. Mon papa était un grand collectionneur de parfums. Ma maman aussi, etc. Donc, voilà. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé pouvoir en faire un métier, en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu une autre vie. J'en ai eu plusieurs, d'ailleurs. Après mes études, etc., ici, bon, j'ai grandi en Belgique. Je suis d'origine mauritanienne et j'ai grandi en Belgique. Et j'ai été faire une grande partie de mes études en France. Et du coup, j'ai été journaliste dans une première vie. Et après ça, le hasard a fait que j'ai dû revenir en Belgique. Bref, j'ai été engagée par une entreprise américaine qui a voulu que je travaille pour... ils avaient une gamme fragrances et je devais faire de la communication sur leurs parfums. Et voilà comment je me suis retrouvée dans le monde de la parfumerie. Et de fil en aiguille, je suis passée du marketing au retail, etc. Et puis, j'ai travaillé pour pas mal de grandes maisons. Après 10, 11, 12 ans, je ne sais pas. Et puis après, évidemment, j'ai voulu me lancer parce que je trouvais que c'était une opportunité incroyable de pouvoir vivre de sa passion, finalement. Et j'avais quand même, ayant justement travaillé pour toutes ces grandes maisons et fait pas mal de secteurs, le retail, l'évaluation, enfin j'ai été dans allez, j'ai vu tous les axes et je me suis dit que je pouvais me lancer parce que j'avais cette parfumerie que je représentais, ces parfums que je vendais, etc., ou que je créais, ça ne correspondait plus à ma vision. J'avais une autre vision et je pense qu'on en parlera plus tard. Et du coup, voilà, tous ces éléments-là m'ont dit, j'ai une passion, j'ai une vision, j'ai des valeurs, pourquoi pas me lancer? Et malgré les obstacles, voilà, je suis là 6 ans après. On va en parler de cette partie obstacles, et ça fait partie du cadre des défis, plutôt. Mais avant cela, quand vous avez décidé d'entreprendre, on est dans l'événement Let's Talk Best Business. L'idée, c'est de comprendre, en fait, d'avoir cet aspect veille économique quand on veut se lancer, avoir toutes les informations pour entreprendre dans un secteur donné. Vous, aujourd'hui, en tant qu'expert, ça fait quelques années que vous entreprenez déjà. Quel est votre regard, de manière générale, sur le monde de la cosmétique à aujourd'hui? Quel est votre constat? Alexandra, allez-y. Alors, c'est moi. En fait, le marché de la cosmétique, c'est un marché qui ne s'arrête pas de grandir. Un marché à plusieurs milliards, des centaines de milliards dans le monde. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 2020, pendant avec le Covid, confinement, en Europe, on l'estimait quand même à 76 milliards d'euros. C'est compréhensible, vous inquiétez pas. À 76 milliards d'euros pour l'année 2020 en Europe. C'est un marché qui est plein d'opportunités, en fait. Je pense que les gens se rendent compte aussi que des marques se créent, des marques indépendantes, les indie brands, se créent régulièrement. C'est un marché où les barrières sont très faibles, en fait.
Aujourd'hui, on peut être dans la finance, on peut être dans le sport ou dans n'importe quel secteur et consulter un laboratoire et lancer sa gamme de produits cosmétiques, que ce soit dans le cheveu, dans la peau, dans le maquillage et même dans la parfumerie en fait. Et tant qu'on respecte la réglementation et qu'on suit en fait les bonnes pratiques de fabrication. Donc moi, mon regard, c'est que c'est un marché avec des possibilités presque illimitées et je pense qu'il ne va pas s'arrêter de grandir, mais c'est un marché exigeant. Un marché exigeant parce que on est passé de toute une ère où il n'y avait que des mastodontes sur le marché qui proposaient des produits très peu naturels, beaucoup d'ingrédients synthétiques, beaucoup d'ingrédients chimiques potentiellement dangereux. Et donc, on a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus informés, de plus en plus frileux. Et c'est un marché où on doit faire de plus en plus d'efforts pour à la fois se distinguer et puis être et répondre aux exigences en fait, de chacun, de chacune et de chacun. Parfait, un bon sujet. Et du coup, pour vous, Adja, et notamment sur votre secteur, face à des grands noms qui sont déjà bien présents dans le secteur de la parfumerie, quel est votre regard? C'est clair que dans mon domaine en particulier, la concurrence est rude. D'ailleurs, quand je me suis lancée, les gens m'ont prise pour une grande folle parce que déjà j'avais tout était contre moi, quoi. Femme africaine, parfumeuse, machin, qui crée un concept qui n'existe pas en Belgique, très peu en Europe, très peu dans le monde. Enfin bref, tout était... Et donc, dès le départ, on m'avait dit que c'était raté d'avance, mais ça ne m'a pas arrêté. Mais pour rebondir sur ce que Alexandra vient de dire, c'est vrai que c'est un marché très, très ouvert, qui donne d'infinies possibilités aux gens. Et je trouve que c'est un problème aussi, parce que justement, on trouve un peu trop de n'importe quoi. Pardon, je ne sais pas si je suis claire. Non, mais c'est très, très clair. Voilà, et je trouve que c'est ça le problème. Et je trouve aussi qu'il manque, malheureusement, et là je parle uniquement au niveau de la communauté, que ça manque un peu de créativité. Excusez-moi, je suis peut-être... je connais pas tous les acteurs dans ce domaine-là, mais pour ceux que j'ai à croiser, c'est 100 000 produits à base de beurre de karité, machin, voilà. Je trouve qu'on a énormément de possibilités. On vient d'un continent qui regorge de matières premières et qu'on exploite tous les mêmes matières premières, quoi. Et ce qui est désolant en plus, c'est que moi, j'ai beaucoup de gens de notre communauté ou des jeunes qui se lancent, etc., et qui veulent que je parfume leurs produits. Bon, déjà là, je veux dire, pour revenir à ce que Alexandra disait, je ne comprends pas l'intérêt de mettre des parfums dans des cosmétiques qu'on va mettre sur le visage, mais ça c'est un autre débat. Et je veux dire, ok, vous voulez des parfums à mettre dans vos produits pour le corps, pour le visage et tout, typiquement africains, etc., etc. Et vous venez me trouver, moi, qui suis en Europe, qui travaille majoritairement avec des labos européens, parce que voilà, je suis ici, alors que chez nous, on a tout. Bon, ça induit aussi un autre problème, c'est qu'on n'a pas l'industrialisation aussi adéquate, voilà. Et donc, je trouve que c'est un milieu qu'on devrait structurer pour ne pas perdre justement cette richesse. Déjà, il faut commencer à exploiter les produits que nous avons chez nous, industrialiser tout ça et se diversifier, quoi, être beaucoup plus créatif dans... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais c'était très, très bien parce que c'est quand même un sujet qui, à mon sens, n'est pas abordé. C'est ce côté, en fait, tout le monde veut entreprendre dans le secteur, mais qui, en fait, n'apporte pas forcément de différenciation sur les types de produits à proposer, alors que il y a des besoins qui méritent d'être adressés et en fait, il y a un trou dans la raquette, c'est ce que je dirais. Alors, on va parler en fait de tendance, ok. C'est vrai que depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, les consommateurs, comme vous le disiez Alexandra tout à l'heure, sont très très exigeants
sur ce qu'ils vont mettre sur le corps, sur leurs cheveux, sur la peau, et s'orientent beaucoup sur le bio, le naturel, parce que voilà, il y a eu beaucoup de scandales sur des perturbateurs endocriniens et tout ce que cela a engendré. Aujourd'hui, est-ce que ces tendances-là, est-ce qu'on est sur un effet de mode, ou est-ce qu'aujourd'hui, la communauté peut proposer aussi des véritables solutions, ou est-ce qu'il y a encore une prévision sur de nouvelles tendances à venir? En termes de tendance, il y en a deux qui se voient beaucoup et très clairement. Donc on a toute la tendance naturelle, voire bio. Il y a quelques années, quand on se lançait, un produit naturel, c'était waouh, c'est naturel en plus. Aujourd'hui, si vous lancez une marque de produits cosmétiques et qui est naturel, c'est normal. Ça ne devrait pas être autrement. Et donc, je crois que la tendance qui arrive, c'est que demain, on vous dira, il n'est pas bio ton produit? On ne le regarde pas. Donc en fait, il y a déjà cette tendance-là, de plus en plus vers le bio. Et après, bon, c'est encore un autre débat, mais tout ce qui est bio n'est pas forcément efficace ou forcément bon. Tout dépend encore des proportions et tout dépend des problématiques qu'on souhaite résoudre. Ce n'est pas parce que c'est écrit bio que ça veut dire que c'est bon pour vous. Et puis, il y a aussi le côté upcycling, donc ce côté de vouloir donner une deuxième vie en ce qui nous concerne dans nos cosmétiques, tout le packaging. Vous avez dû voir aussi beaucoup de marques adopter des systèmes de recharge, des marques qui préféraient avoir des packaging en verre. Le verre, ça coûte cher, c'est lourd, ça se casse, c'est compliqué. On continue encore beaucoup avec le plastique. Et donc, on essaie de voir comment on peut toujours faire mieux, donner une deuxième vie à ces produits. Donc ça, c'est vraiment la tendance de maintenant. Je pense qu'elle va continuer. On est dans l'électrification dans beaucoup de secteurs. Demain, on va peut-être nous demander d'être sûr que la logistique du fournisseur, elle est totalement électrique. Donc, on a beaucoup, je parle déjà des défis. On a beaucoup de défis. Mais voilà, je pense que ce sont les tendances qui s'annoncent. Et puis, bon, forcément, avec la technologie, on a l'intelligence artificielle, le métaverse. Voilà, c'est intéressant en fait ce développement des technologies, mais ce que je pense qui est important, c'est que ces technologies, même si elles peuvent aider à faire par exemple du diagnostic ou à faire des formules, compléter des formules pour qu'elles soient efficaces, ça ne va jamais remplacer le testing, ça ne va jamais remplacer le diagnostic qu'on peut faire quand par exemple vous iriez taper sur une IA, j'ai le crâne qui gratte, j'ai les cheveux qui cassent, qu'est-ce que j'ai ? Il va aller chercher tout ce qu'il trouve et va vous donner une réponse. Ça ne va jamais remplacer un praticien, un dermatologue ou un coiffeur qui va diagnostiquer, regarder l'état du cheveu. Et surtout, ça ne va jamais remplacer le fait d'utiliser toutes ces technologies et le métaverse, par exemple, qui propose déjà des expériences clients avec du testing produit. Je sais que pour la peau, ça se fait déjà. Ça ne va jamais remplacer l'histoire d'une marque et le contact qu'on peut avoir avec sa clientèle. Est-ce que, pour rebondir, donc vous avez déjà anticipé le sujet, mais est-ce que, par exemple, toute l'innovation autour de l'intelligence artificielle, l'intégration de la technologie dans la beauté, comme on le voit, et ça va très, très, très vite, est-ce que ce ne serait pas aussi un danger pour le secteur? Je peux répondre. Enfin, honnêtement, j'en reviens encore à mon domaine à moi. Moi, je trouve ça une avancée juste extraordinaire dans la parfumerie. Parce que pour répondre à votre question précédente, vous aviez dit, c'était quoi encore? On était sur les tendances. Les tendances, voilà. Lorsque moi, je me suis lancée, il y a quelques années, que je vous ai dit, je lance un concept, etc., c'était totalement ça. C'était la haute parfumerie naturelle, etc. Tout le monde me riait au nez parce que ça n'existait pas, ou alors on avait genre des parfumeries dans les magasins bio, des hydrolats, etc., qui n'avaient aucun sens. Et moi j'ai dit non, je n'ai rien créé en fait. Je repars juste à la parfumerie d'antan, Cléopatra et compagnie. C'était celle, parce que la parfumerie vient de l'Antiquité, hein, et à ce moment-là, il n'y avait pas de chimie moderne. Elle prenait ses fleurs, elle écrasait ses fleurs et ses machins, et c'était de la vraie parfumerie. Enfin bref, donc j'ai pas vraiment créé, j'ai juste adapté maintenant. Et à ce moment-là, déjà, moi, je voyais l'importance du green, du naturel, mais
qualitatif, comme Alexandra disait, etc. Et du coup, donc c'est évident qu'on va vers ça. Il faut aller. Mais tout le monde va venir vers le green, etc. Mais il faut aller encore plus loin. Allez, j'ai des idées en arborescence. Allez-y. Je regarde juste à côté parce qu'on va me dire le temps, mais allez-y. Enfin bref, pour répondre à votre question, moi par exemple, dans mon cas, on a beaucoup de mal. Moi, en tant que parfumeuse du naturel, j'ai mon orgue à parfum qui est composé de 500 matières premières. Alors qu'un parfumeur mainstream, comme vous les connaissez, les Dior et les Compagnie, enfin Dior, c'est pas tout ce qu'ils créent pour les grandes maisons, ils ont un orgue à parfum de 500 matières. Et donc, 5000 matières, pardon, donc 10 fois plus. Donc pour nous, il est très difficile d'avoir des molécules odorantes de manière naturelle. Il y a des parfums, par exemple, qui contiennent du muguet. Le muguet, chez Diorissimo et j'en passe et d'autres, c'est une odeur qu'on ne peut pas capturer olfactivement. Donc c'est très difficile. Et alors maintenant, grâce à la science, grâce à tout ça, il y a une technique d'extraction, parce que pour extraire les huiles essentielles, c'est l'enfleurage, je passe les détails, c'est la distillation avec la vapeur où on a l'huile essentielle et puis l'eau. Et puis maintenant, il y a une technique d'extraction à base de CO2. Et donc ça, c'est la science qui nous a permis de pouvoir développer ça. Et ça fait que des molécules odorantes qu'on a du mal à capter, et grâce à cette science-là, maintenant, on peut l'avoir. Donc si je veux faire des parfums à base de muguet, j'utilise et en plus de ça, cette technique, tu ne dois pas utiliser de solvant. Donc elle est vraiment naturelle. Tu ne dois pas utiliser de solvant. Enfin bref, voilà. Donc pour moi, c'est essentiel. Et bien évidemment, il faut canaliser, industrialiser. Parfait. Alors, on a parlé tout à l'heure d'éducation. On a parlé entre guillemets, pour reprendre un peu le terme, des champs de différents développements qui parfois sont si néfastes et ne sont pas bien contrôlés, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux. Il suffit qu'une personne, elle ait 2-3 connaissances et puis elle lance son produit. Elle peut faire son produit à la maison. Aujourd'hui, dans votre activité, quelle est la responsabilité ou la part d'éducation que vous apportez à votre clientèle pour les sensibiliser sur la façon dont elle doit consommer le cosmétique ou le produit et de manière générale de ce qui est à faire, à ne pas faire? Alexandra, je vais laisser la parole à Alexandra. Il y a deux choses. Nous, en tant que marque, nous sommes responsables d'indiquer précisément comment est-ce que le client peut utiliser le produit et obtenir le résultat qu'on lui promet. Et en fait, ça, c'est notre responsabilité. Je fabrique un produit, je fais l'étiquetage et j'indique très clairement comment il peut l'utiliser. Accessoirement, je peux expliquer de diverses façons, réseaux sociaux, vidéos, etc., comment aller plus loin que le produit. Et vous parliez de ce qu'on peut faire et ne pas faire, et vous parliez de fabrication maison. Je ne pars pas du principe que mon client fabrique ses produits lui-même à la maison, mais si je sais qu'il le fait, si je sais qu'il ou elle le fait, déjà, il faut elle, on va dire, parce que ce sont des femmes, qu'elles sachent que ce qu'elles fabriquent à la maison, c'est forcément pour son usage personnel. C'est invendable. Ça ne se vend pas, c'est interdit par la loi. Donc si vous avez une amie douée qui vous fait des produits, qui a des beaux cheveux, que vous l'appréciez, c'est à vos risques et périls. Vous achetez son produit si vous le souhaitez, ou vous le prenez, mais vous ne pourrez pas l'attaquer en disant, voilà, à cause de toi, je me suis brûlé le cuir chevelu. Il faut savoir que c'est interdit par la loi, que vous ne devez pas vendre et qu'a priori, vous ne devriez pas acheter des produits qui ne sont pas fabriqués selon ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Il y a des normes ISO pour ça, et qui sont fabriqués par une personne qu'on appelle une personne responsable, donc avec un diplôme 5+ années, enfin au moins 3 années, mais voire plus, en chimie, et avec une personne qui a des connaissances en toxicologie. Les produits huileux ont différents tests à subir. Les produits qui contiennent de l'eau ont d'autres tests à subir. Je ne peux pas tout développer ici, mais
entre la création d'un produit et sa sortie, il peut se passer au moins 18 mois parce qu'entre-temps, il y a tout un tas de... Donc il y a la composition et puis tout un tas de tests. Et ces tests-là, il faut les réussir pour pouvoir faire que ce produit soit sur le marché. Pour qu'il soit autorisé à être sur le marché, il doit vraiment passer tous les tests. Et donc, pour répondre encore une fois à la question, mon rôle, notre rôle en tant que marque, c'est de bien évidemment indiquer les meilleures manières d'utiliser le produit, mais surtout de pouvoir conseiller si on voyait du fait maison, que ça ne se fait pas. Parfait. Ouais. Allez-y, allez-y. Je suis totalement d'accord avec ma collègue. Ce qu'il y a, c'est que moi, dans mon domaine, évidemment, lorsque je me suis lancée, je savais très bien qu'il y avait un travail d'éducation à faire. Parce que déjà, le monde de la parfumerie, c'est très... Les gens, ceux qui ont de la parfumerie, c'est la parfumerie mainstream, tu vois. Donc, moi qui arrive là avec ma haute parfumerie naturelle, il faut expliquer c'est quoi une parfumerie. Donc, je savais déjà qu'il y avait une éducation à faire. Et puis, la culture parfum, malheureusement, elle n'est pas très développée ici en Belgique. J'ai ma boutique ici au Sablon, etc. Donc, je savais pertinemment. Mais alors, donc je le fais, j'explique la différence entre mes parfums, où c'est des artisans parfumeurs, où j'utilise des matières naturelles rares et nobles, où il y a des histoires derrière, où il n'y a pas de molécules de synthèse, il n'y a pas de fixateur chimique, c'est de l'alcool végétal, j'explique tout ça. Mais après, ça va encore plus loin. J'explique, je donne des bonnes pratiques de parfumage, parce que quand je vois les gens se laver avec leurs bouteilles de parfum, que vous achetez à je ne sais pas combien, là, les Vuitton et compagnie, vous perdez votre argent pour rien du tout, parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais déjà la manière dont vous l'appliquez, quand vous l'avez avec vous perdez votre argent pour rien. Bref, donc j'explique tout ça. Il y a tout un accompagnement. J'explique le parfum. Et puis, moi, je vais plus loin parce que je fais de la création sur mesure. Donc, on va faire un entretien olfactif parce que je vais créer vraiment le parfum qui va correspondre à ta personnalité. Du coup, tu vas comprendre pourquoi tu mets ce parfum. Quelle est la partie de ton être que tu veux que... Parce que l'odeur est une communication non verbale. Donc, tout ça, c'est toute une éducation. Alors, pour terminer, quand j'ai les parfumeurs en herbe qui viennent, parce qu'ils ont lu les fiches chez Amazon et Co., voilà, j'ai le même discours. Et il y en a même qui sont très audacieux parce qu'ils essayent de me vendre leur création pour que je mette. J'ai dit, bon, tu es très gentil, mais voilà. Parce qu'en plus, ils deviennent plus spécialistes que toi qui as fait quand même des études d'olfaction et tout. Et ça, c'est... Donc voilà quoi, je veux dire, il faudrait qu'on puisse cadrer tout ça. Et effectivement, c'est notre rôle à nous. Donc, et je dis aux gens... voilà, Internet, c'est pas tout, quoi. N'hésitez pas à venir vers nous. Moi, je donne des ateliers de création parfum. Enfin, bref, il y a des professionnels qui sont là pour ça et on est tout ouvert. Moi, je suis dans la transmission, donc... Alors, ça sera le dernier mot, parce qu'on on a encore d'autres interventions juste après. Oui, désolée, c'est parce que en écoutant Adja, je me suis dit que j'aurais pu aussi mentionner qu'en termes d'éducation, et on le fait, il y a toute l'éducation au niveau de l'entretien du cheveu, les bonnes pratiques au niveau capillaire, évidemment, et aussi l'éducation ou peut-être l'explication et la transparence par rapport à la composition des produits. En tout cas, merci, mesdames. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces belles dames? Merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut retenir sur cette thématique, c'est que le secteur de la cosmétique a un bel avenir encore, avec l'innovation, avec toutes les technologies qui s'imposent. Il y a encore des possibilités, le champ des possibles est totalement large. Et avec les défis, ce secteur ira encore plus loin. En tout cas, merci à vous, mesdames. Merci à vous. Et puis, je laisse, du coup... à notre chère présentatrice d'assurer la suite. Merci. Merci, mesdames, pour cet échange qui a été fort enrichissant. Donc, nous allons continuer, nous allons poursuivre avec la prochaine thématique qui concerne comment augmenter rapidement son chiffre d'affaires. Donc, nous aurons Madame Ourai Jay, experte en développement commercial. Elle nous dévoilera ses stratégies pour accroître rapidement son chiffre d'affaires, ses revenus dans une entreprise, offrant ainsi une idée précieuse pour les différents entrepreneurs qui sont présents. Merci d'accueillir Madame Ourai Jay.
Bonjour, comment ça va? Ah, là, je vois que c'est un peu timide. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Ok. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ok, super. Alors, comment ça fonctionne ça? Tac, tac, tac. Désolée, on ne m'a pas formé à la technique. Mais je pense qu'en appuyant sur Play, ça marche. Ok. Alors, s'il y a des entrepreneurs aujourd'hui dans la salle, j'aimerais savoir qui est-ce que ça intéresse d'augmenter rapidement son chiffre d'affaires? Ok, là je vois des mains se lever, c'est super. Alors dans un instant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir augmenter rapidement votre chiffre d'affaires. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Ouais, c'est bien la flèche. Ok, super, merci. Alors, on est en 2018. On est plus précisément le 4 mars 2018. Comme tous les dimanches, mon mari, le matin, il se lève et il va au foot. Vers midi, l'interphone sonne. Et quand j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Toute l'équipe de foot de mon mari devant mes yeux. Et là, je me dis, ok, il aurait pu me prévenir parce que j'ai pas prévu assez à manger pour tout ce bon monde. Mais au vu de leur visage, je présume que quelque chose de grave est arrivé à mon mari. Ils me disent, écoute Oureille, ton mari est tombé sur le stade de foot. Il est inconscient et on l'a amené d'urgence à l'hôpital. Les pompiers vont taper dans un instant, reste près de ton téléphone. Je ferme la porte. J'avais à cette époque-là ma fille de 7 mois dans les mains. Je la dépose sur son transat et j'attends l'appel des pompiers. Je crois que c'est l'appel, c'est ça? Ils me disent « Allô, Madame Dieye ?» Je dis « Oui. » Vous êtes bien assise? Je dis « Non, mais je vais rester debout. » Ils me disent « Ok, qu'est-ce que vous ont dit vos collègues de votre mari ?» Je leur dis « Ils m'ont dit que mon mari est tombé et qu'on l'a amené à l'hôpital. » Ils me disent « Écoutez, madame, c'est beaucoup plus grave que ça. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. » Là, mon téléphone, je le lâche, il tombe par terre. J'entends au loin « Allô, 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 allô ?» Je reprends le téléphone. Ils me disent « Ok, pour le moment, vous ne pouvez pas venir à l'hôpital, mais je vous propose de venir plutôt dans l'après-midi. » Je raccroche le téléphone, j'appelle ma meilleure amie en panique. Elle était à Montpellier. Elle me dit « Non, mais c'est pas possible ce que tu me racontes là. » Elle prend directement son billet, elle remonte à Paris. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour conduire jusqu'à l'hôpital, mais j'arrive à l'hôpital, service réanimation. Je suis accueillie par le médecin. Il me dit « Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que sur le stade de foot, il y avait un défibrillateur. Et parmi les coéquipiers de votre mari, il y avait un infirmier qui a pu l'utiliser et faire repartir son cœur. Donc la bonne nouvelle, c'est que son cœur est reparti. On ne sait pas encore combien de temps il s'est arrêté, mais il est reparti. Par contre, la mauvaise nouvelle, madame, c'est que votre mari, il est dans le coma. » Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, mis à part de rire. Et pour la première fois de ma vie, je pleure, mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Je me dis, ce n'est pas possible de me retrouver veuve à 27 ans avec un enfant de 7 mois dans les bras. Et vous savez, quand vous êtes impuissant face à une situation de la vie, tout ce qu'il vous reste, c'est quoi? C'est la foi. Alors oui, j'ai prié comme jamais je n'ai prié. Premier jour de coma, deuxième jour de coma, troisième jour de coma. Et honnêtement, merci à ma meilleure amie d'avoir été là, parce que je ne sais pas comment j'aurais vécu cette situation sans elle. Elle est restée auprès de ma fille pendant que je passais mes journées, mes soirées, mes nuits à l'hôpital auprès de son chevet. Et quatrième jour, un miracle se produit. Quelque chose me dit que j'ai l'impression qu'il va revenir. Et je me disais, c'est pas la fin de l'histoire pour moi, c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Et au bout du quatrième jour, un miracle se produit. Il se réveille enfin. Et après des mois et des mois et des mois de rééducation, il s'en sort finalement indemne, sans aucune séquelle, sans aucune paralysie, sans aucun handicap. Aujourd'hui, pour tout vous dire, il rejoue même au foot. Et la morale de l'histoire, c'est que les amis, la vie, elle est vraiment trop courte pour se prendre la tête. Ok ? C'est la raison pour laquelle tu dois t'amuser. La vie est trop courte pour te prendre la tête. Alors amuse-toi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ma mission
est d'accompagner les entreprises de services à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Alors tu me diras, pourquoi faire de la vente un jeu? Bon, décidément, j'ai vraiment du mal avec. Ok, bon, ça va, ça avance. Ma mission est d'accompagner les entreprises de services à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires tout en maîtrisant le jeu de la vente. Et tu me diras, ok Oureille, pourquoi il faut s'amuser? Bon, déjà, tu as compris que la vie, elle était trop courte pour te prendre la tête, ça c'est la première chose. Mais l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que de prime abord, quand on est venu sur cette terre, notre seul focus, c'était quoi? C'était de jouer, c'était d'explorer, c'était de s'amuser. Moi, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je peux vous garantir que mes enfants, chaque jour, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas de ranger leurs affaires, c'est pas de faire à manger, ce n'est pas de faire la vaisselle, ce n'est pas de faire la lessive. Je serais ravie pour ça, mais pas du tout. Ils cherchent juste à quoi? À jouer. Donc, de prime abord, en fait, on est fait pour jouer, on est fait pour s'amuser. Sauf qu'en grandissant, on a commencé à se prendre trop au sérieux. Oui, ok, on a des responsabilités, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que si tu passes ta vie, tes activités, ton business, ou même en tant que salarié, ton temps à te prendre trop au sérieux et à ne pas mettre du fun, de la joie, de l'enthousiasme dans ce que tu fais, à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle le jeu de la vente. Décidément. Alors, j'appuie sur la flèche, mais j'ai l'impression que des fois, ça s'accélère. Enfin, ça va dans le sens inverse, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Et mon idée, c'était quoi? C'était tout simplement d'aider les entrepreneurs, d'aider les commerciaux à se réconcilier avec l'activité commerciale. Arrêter de faire de la vente un enjeu, mais à faire plutôt de la vente un jeu. Pourquoi? Parce que quand tu es focalisé sur le jeu plutôt que sur l'enjeu, c'est là que tu réussis. Finalement, ce que j'ai compris, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en t'amusant que tu vas gagner plus d'argent. Et si toi, tu commençais aujourd'hui à jouer avec cette nouvelle idée, plus tu vas t'amuser, plus tu vas gagner de l'argent. Hop, alors. Dans l'autre sens? Ok. Ah, bah en fait, il y a une petite blague parce que là, il n'y avait pas la flèche du coup. Ok, j'ai compris le système. Ok, parfait. Je suis également l'hôte du podcast Le jeu de la vente. Pareil, pour les personnes qui vont se dire « Ah, j'aime pas lire, etc. » Pas d'excuses. Vous pouvez également écouter en faisant du sport, en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle. Plein d'épisodes de podcast qui, une fois sur 2, je fais intervenir un entrepreneur qui nous partage son parcours inspirant. Et également, une fois sur 2, je partage également des tips, des clés, des stratégies pour vous permettre justement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie pour réussir financièrement. Ok, je pense que tout le monde est passé à un moment donné par la case salarié. Je suis moi-même passée par là. J'ai fait une école de commerce international. À la suite de ça, j'ai accompagné plusieurs entreprises en France et à l'étranger à développer leur chiffre d'affaires. À un moment donné, je me disais, mais écoute Oureille, aujourd'hui tu accompagnes une entreprise à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, c'est super. Mais pourquoi pas en accompagner plusieurs? Et surtout, quand j'accompagnais cette entreprise-là à générer des millions, sur mon compte en banque, il n'y avait pas des millions. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a un petit problème. Parce que finalement, je prends juste un pourcentage du chiffre d'affaires que je génère. Et quand je faisais des conférences, ce qui est intéressant, c'est que je rencontrais des entrepreneurs qui me disaient, écoute Oureille, moi je suis entrepreneur. Par contre, la vente, c'est pas fait pour moi. Et j'étais là, mais ok, comment tu veux entreprendre si tu ne sais pas vendre? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'entreprise. Pas de vente, pas de business, c'est aussi simple que ça. On est d'accord ou pas? Pas de bras, pas de chocolat. C'est exactement ça. Et selon vous, j'aimerais vous poser une question, ok? Quelle est la différence entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent? La personne qui donnera la bonne réponse, je lui offrirai un exemplaire dédicacé de mon livre « Le jeu de la vente ». Levez la main. La formation, ok. Quoi d'autre? On répond à un besoin. Quoi d'autre? Ah, qui a dit la vente? Ok, good job. C'est exactement ça. Vous avez tous raison. Mais la différence, honnêtement, entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent, c'est que les entreprises qui réussissent, elles savent vendre. Si tu ne vends pas, tu n'as pas l'entreprise. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de business. Donc, est-ce que vous pensez que apprendre à vendre, c'est une compétence qui est importante pour un entrepreneur? On est d'accord que c'est indispensable.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vois les entrepreneurs se former sur plein de choses. Ok, ils sont experts dans leur métier. Ils se forment à plein de choses. Mais ils oublient de se former, pour moi, à ce qui est juste primordial, le b.a.-ba, la première chose, à vendre. Et souvent, les entrepreneurs pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons dans leur domaine qu'ils ne vendent pas. Donc, ils vont chercher à faire quoi? Des formations. Ok? Ils vont avoir plein de diplômes, plein de certifications, plein de choses par rapport à leur expertise. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas assez bon que tu ne vends pas, c'est parce que tu ne sais peut-être pas vendre que tu ne vends pas assez. Donc, te former plus sur ce que tu sais déjà faire, c'est pas ça qui va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. J'ai préparé différentes clés pour vous aider à augmenter rapidement votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous intéresse? Ok, c'est parti. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Ok, elle nous donne une formule de mathématiques, je ne suis pas trop mathématique, je vais vous l'expliquer, ça va bien se passer. » Ok? La première clé pour vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est déjà de connaître cette formule-là. CA, chiffre d'affaires, est égal à NL fois TC fois PM fois FA. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia, Oureille? Je vais vous déchiffrer tout ça. Alors, NL, en fait, c'est le nombre de leads. Les leads, c'est quoi? C'est les prospects. Les prospects qui vont entrer dans ce qu'on appelle ton tunnel de vente. Okay? Donc, l'attraction, finalement, de prospects, c'est-à-dire de clients potentiels pour ton business. Ensuite, on a TC. Le TC, c'est quoi? C'est le taux de conversion. Tu as des prospects qui arrivent. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est combien, parmi ces prospects-là, se transforment en clients. Ensuite, on a PM. PM, c'est quoi? C'est le panier moyen. Quand les clients achètent chez toi, quel est le panier moyen? Pour combien ils achètent en moyenne par rapport au service que tu proposes? Et ensuite, on a FA, qui est la fréquence d'achat. Et souvent, ça, c'est négligé parce que les gens, en tout cas qui ne sont pas très bien formés sur les stratégies commerciales, ne mettent pas en place des stratégies pour leur permettre d'augmenter la fréquence d'achat des clients qui viennent à eux. Okay? Un client peut acheter une fois comme un client peut acheter plusieurs fois. Et tu peux proposer dans tes services, dans tes offres de services, des services qui leur permettent tout simplement d'augmenter leur fréquence d'achat. Souvent, quand je demande aux gens comment augmenter son chiffre d'affaires, on pense qu'en doublant un de ces principes, un de ces leviers, ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à attirer 2 fois plus de leads, 2 fois plus de prospects. Sauf que si tu attires 2 fois plus de prospects, mais que tu n'as pas travaillé sur ton taux de conversion, ça ne veut pas forcément dire que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Okay? Pareil, si tu augmentes ton taux de conversion, mais tu n'augmentes pas ton nombre de leads, ou tu n'augmentes pas ta fréquence d'achat ou ton panier moyen, ça ne va pas forcément te garantir d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et finalement, un secret que j'ai trouvé qui est très simple, c'est que si tu prends le temps d'augmenter, non pas de chercher à doubler chaque levier, mais d'augmenter de seulement 20% chaque levier, en faisant ça, ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires. Donc, tu vas augmenter, par exemple, ton nombre de leads de 20%, ton taux de conversion de 20%, ton panier moyen de 20% et ta fréquence d'achat de 20%. En faisant ça, tu es garanti d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas super? Donc, je t'invite à prendre des notes vraiment. Et d'ailleurs, souvent, je dis une chose, c'est que money makers are not takers. Les personnes qui gagnent de l'argent sont des personnes qui prennent des notes. Donc, je t'invite à prendre des notes, que ce soit sur son téléphone ou sur ton bloc-notes. OK? Qui veut connaître la deuxième clé? All right, c'est parti. La deuxième clé, c'est de donner 2 fois plus. Quand je parle de donner 2 fois plus, je verrai tout de suite, je ne parle pas de donner 2 fois plus de temps. Parce que souvent, les gens pensent que, bon bah, si aujourd'hui tu fais tel montant de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faudra travailler 2 fois plus. Et finalement, moi, ce que j'aimerais te partager, c'est que finalement, c'est tout le contraire. Tu n'as pas forcément besoin de travailler 2 fois plus. Par contre, tu as besoin effectivement de donner 2 fois plus. 2 fois plus de quoi? 2 fois plus de valeur perçue aux prospects avant qu'ils ne deviennent clients. Qu'est-ce que tu fais pour travailler la valeur perçue de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais pour devenir attrayant auprès de ta cible? Qu'est-ce que tu fais pour que, quand les gens tombent sur ta page, sur ton site internet, qu'ils aient envie d'en savoir plus et d'aller à la prochaine étape? Qu'est-ce que tu fais pour augmenter tout simplement la valeur perçue de ce que tu proposes? Pourquoi? Parce que les gens achètent sur la base de la valeur perçue. Et souvent, ce que les entrepreneurs font, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur la valeur ajoutée. Sauf que la valeur ajoutée, ça, le client, il ne le sait pas tant qu'il n'est pas client. Tant qu'il n'a pas acheté, il ne sait pas quelle est la valeur de ce que tu proposes. Donc, il peut baser sa décision que sur la valeur perçue. Donc, travaille à donner 2 fois plus de valeur par rapport à la valeur perçue et ça te permettra d'attirer des clients qui vont faire l'effort d'aller à la prochaine étape de ton cycle de vente.
La deuxième chose également, c'est d'augmenter 2 fois plus la valeur ajoutée de ce que tu proposes. Ce que tu proposes aujourd'hui, j'imagine que c'est super, mais comment tu pourrais faire pour encore plus améliorer l'expérience client? Pourquoi? Parce que quand tu améliores l'expérience client, ça te permet de fidéliser davantage ta cible, tes clients, et donc de leur vendre ensuite derrière. Il faut vraiment sortir de l'idée de faire du one-shot. Okay? Généralement, dans le processus de vente, on parle de 3 leviers qui sont intéressants, 3 stratégies qui sont intéressantes, c'est-à-dire que tu peux vendre ton service au prix que tu proposes à l'instant T, mais tu peux également, pendant que la personne est en train de prendre sa décision d'achat, soit lui proposer ce qu'on appelle un upsell, donc une vente supplémentaire, une vente qui coûte plus cher, ou alors si la personne, tu sens qu'elle est freinée par rapport à ce que tu lui proposes, lui proposer un downsell. Et là, en fait, c'est une vente à un prix qui est inférieur. Exactement. Et ce qui est intéressant également, c'est que quand tu crées différentes propositions, au fur et à mesure, tu peux également augmenter du coup ta fréquence d'achat, fidéliser tes clients et permettre d'augmenter finalement le panier moyen également de ce que tu proposes. Donc, si tu donnes 2 fois plus de valeur perçue et 2 fois plus de valeur ajoutée également, ça te permettra bien évidemment d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et on va passer à la 3e et dernière clé. Augmenter le potentiel d'achat de tes clients. Et comment on fait ça? Tout à l'heure, justement, je vous ai parlé de downsell, d'upsell et de cross-sell. C'est des termes qui paraissent compliqués, mais en réalité, c'est très, très simple. Selon vous, le meilleur moment pour une personne d'acheter plus, d'augmenter son panier moyen, à votre avis, c'est à quel moment? Comment? Au moment d'achat. C'est exactement ça. C'est au moment d'achat. Et vous savez, par exemple, quand vous allez chez Starbucks, ok? Souvent, qu'est-ce qu'ils font chez Starbucks? Ils vous proposent 3 prix. Ils vous demandent si vous voulez le small, le medium ou le large, ok? Et généralement, finalement, Starbucks, qu'est-ce qu'ils veulent vendre? Souvent, c'est celui du milieu. Mais en vous proposant 3 choix. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui n'a pas envie d'acheter le prix du milieu, si elle n'a pas l'argent ou si elle n'a pas envie, elle va prendre le prix qui est en dessous. Par contre, ce qui est intéressant, d'après une étude de Salesforce, 80% des clients sont prêts à payer plus cher, si l'expérience cliente garantie est meilleure. Donc, en offrant la possibilité à vos clients de non pas avoir juste une seule offre, mais 3 propositions différentes, dont une qui est vraiment premium, une qui est médium et une qui est plus économique, vous allez vous rendre compte que finalement, au moins 10% des personnes vont acheter beaucoup plus que si vous ne l'aviez pas proposé. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites vos propositions d'achat, pensez à avoir 3 offres. Et souvent, quand on démarre, c'est vrai qu'on dit souvent aux entrepreneurs de se concentrer sur une offre, un client, une cible, etc. Mais quand vous regardez vraiment par exemple, des marques comme Starbucks, vous allez comprendre que ce que l'entrepreneur veut vendre, finalement, c'est l'offre du milieu, mais en proposant d'autres alternatives, il perd moins de clients. Parce que s'il n'y avait pas l'option small et il n'y avait pas l'option large, et ben finalement, peut-être qu'il y a des gens qui n'achèteraient pas. OK? Donc, je vous invite vraiment à mettre ça à profit dès à présent et à l'implémenter dans vos business. Bon, bien évidemment, là, sur une masterclass de 20 minutes, vous comprendrez bien que ça va être compliqué d'entrer vraiment dans les détails des différentes stratégies. Par contre, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui es là, ça t'intéresse de découvrir d'autres stratégies pour te permettre de doubler ton chiffre d'affaires? Qui est-ce que ça intéresse? Ok, super. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi 12 exemplaires précisément de mon livre « Le jeu de la vente, les cycles des entrepreneurs qui réussissent ». Et pour les 12 personnes qui viendront me voir pour se procurer un exemplaire dédicacé, je vais vous offrir un atelier, une formation, où on va voir ensemble comment doubler votre chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Ce sera votre récompense pour votre passage à l'action. OK ? Et pour aller encore plus loin, je vous offre également en bonus un atelier pour qu'on puisse travailler ensemble ton pitch de vente personnalisé afin que tu puisses closer n'importe quel deal. Donc pour les 12 personnes qui viendront prendre le livre, je vous offrirai la formation et l'atelier en bonus.
Par contre, pour les personnes qui voudront également le livre, mais étant donné que j'en ai que 12, si vous prenez votre décision aujourd'hui, si vous l'achetez directement depuis mon site, je vous offrirai quand même cet atelier où on va travailler ensemble votre pitch de vente. Pourquoi? Parce que souvent je dis, les opportunités sont partout. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas pitcher. Est-ce qu'en 30 secondes, tu es capable de faire comprendre à la personne ce que tu fais, quelle est la cible, quelle est la transformation que tu apportes et donner envie à la personne d'aller plus loin? Et finalement, les opportunités, elles sont vraiment partout. Des fois, je dis, tu peux même aller à la boulangerie. Ok, peut-être que la boulangère, elle n'est pas ta cliente idéale, mais étant donné que tu vas pitcher ce que tu fais, elle va pouvoir te recommander auprès, elle, de son réseau, une personne qui serait intéressée par tes services. Et les opportunités, une fois de plus, sont partout. Souvent, on veut augmenter son chiffre d'affaires et on a l'impression que pour trouver des clients, c'est fastidieux. Mais en réalité, tous les clients que tu veux sont tout autour de toi. Et une fois que ton message il est clair et que tu sais le partager avec conviction, enthousiasme, persuasion et certitude, je peux te garantir que tu vas pouvoir augmenter rapidement ton chiffre d'affaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci Alain pour l'invitation. Merci Houraï pour ces différentes clés que vous nous avez présentées. Nous allons donc continuer. Nous allons continuer sur une nouvelle thématique qui est la transformation digitale sur le continent africain et les secteurs d'opportunité. Dans cette session, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keita qui partagera son expertise sur la transformation digitale en Afrique et les secteurs d'opportunité qui en découlent. Pour ce faire, je vais appeler Monsieur Henri Désiré Nzouzi qui animera justement cet échange. Merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur, veuillez vous joindre, s'il vous plaît, sur le panel. Merci de l'accueillir. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que je vous connais très bien, monsieur l'ambassadeur. Ça fait un petit temps qu'on se connaît, effectivement, et se retrouver ensemble sur un panel, ça me fait un peu bizarre. Quelqu'un voudrait me remplacer, là, ou pas? Bon, je vais m'y coller, c'est pas grave. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à RDC, à Paris, à New York, sans se croiser, au Conseil général, l'Assemblée générale des Nations Unies et dans d'autres institutions. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer ceux qui font les nouvelles, ceux qui font l'actualité. Et dans les journalistes, c'est toujours agréable parce qu'on nous pousse un peu très loin pour dire ce que nous pensons, même si parfois on n'a pas envie de le dire. Effectivement. Alors, let's talk best business. Alors, c'est très compliqué de dissocier le business aujourd'hui, en 2023, de la transformation digitale, et qui plus est sur le continent africain. Et donc, on vient de parler d'opportunités, et Dieu sait que les opportunités, il y en a beaucoup, encore faut-il les saisir. Alors, cher Cheikh Keita, il faudrait que je puisse m'acquitter d'un agréable devoir en te représentant à nouveau chairman de Open Business Africa, mais aussi et surtout président fondateur de l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement. Ça ne s'invente pas. Et donc, l'idée aujourd'hui, durant ces 15 minutes que nous avons, je sais que ce n'est pas suffisant, mais on va faire un effort, c'est peut-être de réfléchir au fond sur d'abord l'état des lieux. Aujourd'hui, si on devait porter un regard sur, je dirais, la situation du digital sur le continent africain, à l'aune des enjeux auxquels le continent est confronté, quel serait votre diagnostic? Merci Henri. Avant de commencer, je voudrais demander à l'assistance de se lever et de dire simplement, l'Afrique c'est possible, c'est une opportunité pour elle-même et pour le monde. Vive l'Afrique et créons tous des opportunités pour l'Afrique. Alors je vous invite vraiment, je sais que vous êtes dans la salle nombreux pour cette initiative. Lèvons-nous et disons vive l'Afrique et l'Afrique de demain. Vive l'Afrique et l'Afrique de demain. L'Afrique est une opportunité pour elle-même et pour le monde. L'Afrique est une opportunité pour elle-même et pour le monde. Merci bien. Merci. Alors, l'état des lieux. Vous savez, merci beaucoup, le public. Aujourd'hui, l'Afrique, depuis des années, avance à une vitesse extraordinaire.
Alors, vous savez que les organismes de Bretton Woods, qui ont été créés à la fin de la guerre, ont décidé que l'économie mondiale allait être régulée entre ces organismes-là pour les finances mondiales. Et savez-vous que en ce moment-là, les 42% des États qui étaient en ce moment-là membres des Nations Unies n'étaient pas là. Et aujourd'hui, on continue à marcher avec ces directives du Fonds monétaire international, avec ces directives de Bretton Woods, alors que le monde change. L'Afrique, qui n'était pas prise en compte, a atteint un niveau de compréhension et d'utilité extraordinaire. Donc c'est pour cela que nous luttons actuellement pour que les finances mondiales se régulent et prennent en compte l'Afrique pour sa vigilance, l'Afrique pour son opportunité, l'Afrique pour sa dynamique, l'Afrique pour la projection sur le monde. Alors l'état des lieux. Vous savez que nous avons raté la nouvelle avant que nous rentrons dans cette révolution digitale. On dit souvent que l'Afrique a raté la révolution industrielle. Et nous sommes aujourd'hui avec un allié important qui est la révolution digitale, qui de surcroît a aussi l'intelligence artificielle. L'Afrique doit prendre en compte tout ça pour générer une nouvelle stratégie pour son émergence, afin de créer des choses utiles pour son avancement. Alors, les États ont compris, mais il y a une certaine divergence parce que les États travaillaient au départ chacun de son côté, et nous avons créé l'OPND, l'Observatoire panafricain numérique, pour réfléchir ensemble, afin que les États puissent prendre en compte cette nécessaire convergence, une dynamique en commun, pour créer quelque chose en commun, pour réfléchir en commun, pour faire des choses en commun, parce que la e-gouvernance, elle est utile pour tous les pays. Aussi, la cybercriminalité, pour le combat de la cybercriminalité, c'est utile pour tous les États. L'enseignement formation, éducation, c'est utile pour les pays. Donc l'Afrique aujourd'hui est à l'orne d'une avancée extraordinaire pour la révolution digitale. Alors moi je suis un peu perplexe, pas par rapport à ce que vous venez de dire, loin de là, mais tout de même, lorsque l'on prend les chiffres aujourd'hui, on dit par exemple que le taux de pénétration pour ce qui est de l'Internet sur le continent est très très faible, on parle de 2, 3, 4, voire 5%, et curieusement, on nous parle effectivement de cette transformation digitale, de cette révolution numérique qui est indispensable. Et d'ailleurs, je pense qu'elle fait même l'objet d'un chapitre dans les différents objectifs qui nous sont demandés par les fameux ODD. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ce paradoxe entre d'une part la faiblesse vis-à-vis de l'accès justement aux nouvelles technologies, puisqu'on parle effectivement de la fracture numérique, et en même temps de cette volonté de transformation digitale dans un monde où l'Afrique reste néanmoins à la traîne, avec une petite précision. C'est que dans la mobile money, comme on le dit volontiers, vous avez quelques pays africains qui ont toujours été à la pointe de la technologie. Vous savez par exemple que le Kenya, par exemple, a réussi cette mue bien avant certains pays occidentaux. Comment vous expliquez ce paradoxe? Le paradoxe est très simple, parce que quand vous voulez réussir dans un secteur, il faut vous donner les moyens de réussir. Et les moyens immédiats pour réussir, c'est une stratégie cohérente. Les personnes qui sont passées avant moi dans le masterclass pour le business l'ont dit. Vous devez avoir une projection concrète et claire de ce que vous voulez. Vous mettez les bases de cette action. Dans le cadre digital, il faut des infrastructures. Il faut que l'Afrique coalise avec toute l'Afrique. Il faut qu'on se batte ensemble. Je vais vous donner un exemple. Ça fait des années que le barrage de Ndinga à RDC, que nous en parlons. Alors, c'est un exemple précis. J'étais à une conférence où j'ai dit, mais on parle d'une possibilité de faire ce barrage depuis des années. Mais et si nous coalisons, chacun met autour de la table 1 euro, moi je mets 3 euros, vous mettez 15 euros, 20 euros, enfin, je terme de chiffre, je parle de millions. Nous pouvons établir un élément concret de convergence pour
essayer de créer quelque chose, travailler ensemble pour réaliser ce barrage. Parce que si vous attendez que les financiers extérieurs arrivent dans votre pays avec tous les risques qu'ils disent souvent, alors que nous avons des pays qui ont des taux de croissance à 2 chiffres, mais on n'arrivera pas. Et puis il faut que l'Afrique arrête d'attendre l'argent qui vient d'ailleurs. Nous avons de l'argent chez nous. Il suffit de créer un caucus pour réfléchir ensemble, pour bâtir la possibilité de faire, la possibilité d'avancer. Et les infrastructures, vous savez, le black ball, le fil qui relie les États, on est avancé jusqu'à un certain niveau. Mais pour avancer et pour multiplier ça, il faut de l'argent. Et donc, il faut une stratégie cohérente. Et puis, il faut qu'on crée des finances propres avec des investisseurs locaux comme les Dangote, comme ceux qui sont riches en Afrique, pour investir sur les infrastructures. Si on n'investit pas sur les infrastructures, on ne peut pas développer tout à fait la révolution digitale. Alors, sur ceux qui ont compris, il y a notre ami qui est dans la salle, de Orange, ils ont compris que finalement, la nouvelle donne du monde, c'est la rapidité, c'est l'exigence, c'est la dynamique, c'est aussi, comment dirais-je, la rapidité d'exécution. Ils se sont engouffrés dans le money transfer. Aujourd'hui, je pense que Orange Money fait beaucoup plus d'argent en Afrique qu'en France. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que tout cela est facile lorsque vous avez sur le continent africain pas mal de pays, on ne va pas les citer, qui dépendent encore largement de l'aide extérieure, dont les budgets sont financés parfois à hauteur de 60% de leur budget. Ça, c'est une première chose. Et si je prends l'exemple de la ZLECAf, par exemple, c'est une très bonne idée. L'idée étant de développer le commerce intra-africain. Mais dans le même temps, vous privez certains pays qui sont beaucoup moins outillés, je dirais, pour affronter la mondialisation et la compétitivité, d'une partie non négligeable de recettes douanières. À ces pays, vous dites, on va laisser entrer en franchise de douane des produits et ça va stimuler le commerce intra-africain. Et quand on n'est pas logé à la même enseigne dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est facile de mutualiser les efforts pour aller dans cette direction? Écoutez, pour avancer dans toutes les directives, il faut des très bonnes idées. Et pour construire les idées, il faut du monde autour de la table. Et puis, il faut regarder la conjoncture. Et puis, il faut regarder la situation de chaque pays. Nous sommes un ensemble. On parle d'Afrique, mais c'est les Afriques. Parce que chaque pays est différent. Chaque pays a le nombre de populations différents. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui la problématique de la ZLECAf, le Nigeria... On rappelle la zone de libre-échange continentale africaine. Oui. Il y a un pays qui est le plus grand, qui est le plus riche, qui est le plus puissant, c'est le Nigeria. Alors, si vous pensez en termes d'économie, et vous allez dans la directive de la ZLECAf, vous se dites, attention, mais est-ce que ce pays ne va pas avaler les autres? Mais pour avancer dans quelque chose, il faut créer les lois, il faut créer les convergences, il faut créer l'équité, il faut créer quelque chose qui rassemble tout le monde pour qu'on puisse aller dans la même direction. Mais si nous mettons les charrues avant les bœufs, nous n'en sortirons pas. La ZLECAf, c'est une très bonne idée, mais aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, vous quittez le Nigeria pour aller au Ghana, le temps que vous devez faire, si vous devez faire 3 jours, vous ferez 6 jours. Parce qu'il y a encore cette problématique de douanière, avec les barrages, les camions et tout ça. Vous ferez... Alors, tout ça, il faut une convergence d'esprit, et pour l'équité et pour l'économie. Il faut travailler sur la gestion du temps. Parce que si vous avez le temps de faire quelque chose très vite, vous réussirez. Mais si vous faites les choses, vous êtes en arrière, vous prenez du temps, mais vous échouez. Parce que time is money. Et pour moi, ce que j'ai dit à ces gouvernements, quand souvent je rencontre les présidents, je dis toujours, moi je pense que les passeports en Afrique, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Les passeports, c'est-à-dire vous êtes Ghanéen, vous avez un passeport ghanéen, vous devez aller en Afrique du Sud, vous présentez... Non, on est africain, un passeport africain, voilà. Ou bien on se dit on est africain, on n'a pas de passeport. Ça crée des liens. Effectivement. Ça crée la force de l'esprit et d'initiative. Alors,
On arrive petit à petit au terme de notre échange, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais qu'on s'intéresse aux secteurs d'opportunité. Quels sont aujourd'hui les secteurs dans lesquels cette transformation vous semble, je dirais, fondamentale, pour ne pas dire essentielle? Écoutez, vous savez, le digital est global. Aujourd'hui, on est sur un plateau, vous me parlez, et on est réel. Dans quelques années, peut-être, ça ne sera pas vous, ça sera un hologramme. C'est déjà le cas, non? C'est déjà le cas, donc il faut déjà craindre de perdre votre travail. Mais tout ça dépend de notre capacité à réguler et à dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important. Ce qui est important pour nous, ce qui est intéressant pour les secteurs actuels. Oui, justement, je voudrais quelques secteurs, comme ça on part d'ici tranquille. Écoutez, je prends un exemple très très simple. Quand je pars souvent dans les hôtels en Afrique, je regarde la télévision. Et quand je regarde la télévision, il y a un exemple, j'ai été dans un pays que je ne citerai pas, j'ai demandé au directeur de l'hôtel si je pouvais voir les émissions du pays. Il me dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez 500 chaînes. Ben, pourquoi vous voulez voir? Je dis, mais je veux voir. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour voir les contenus. Parce que l'Afrique va être colonisée si l'on ne fait pas attention sur les contenus. Nous avons les telenovelas, on a des choses là qui sont diffusées à longueur de journée, des Indiens et tout ça. Non. Ok, d'accord. Ça, c'est un secteur précis sur lequel on peut travailler pour changer les choses. Il faut créer des contenus africains, c'est notre culture. Parce que si on ne donne pas de dessins animés aux enfants qui parlent de nous, je n'ai rien contre Piscou, hein. J'ai regardé Piscou lorsque j'étais petit. Mais moi, je veux un Piscou africain, hein, qui court là, qui va chercher la mangue, l'orange, et qui va courir pour dire, voilà, je vais au marigot, enfin, quelque chose comme ça. Le sexe essentiel, c'est la créativité, c'est la culture, mais aussi le banking, l'argent. Il faut que l'argent soit facile et rapide. Parce que si vous voulez développer un pays, il faut que l'argent soit rapide et facile et que les taux de crédit bancaire soient minimes. On veut que les gens créent les entreprises. Mais si vous allez dans une banque, on vous dit c'est 11%, 12%, vous dites, ah ben je vais regarder après, hein, je vais voir comment je vais faire. Et tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles le digital peut réagir pour faire quelque chose de bien en Afrique. Moi, je suis un combattant de la guerre de la réussite. Nous allons réussir, et sinon, on va réussir. Alors, ma toute dernière question, mais sous forme de conclusion, monsieur l'ambassadeur, vous parlez de convergence. Alors, on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas possible de mettre tout le monde autour de la table et d'avancer au même rythme. Est-ce que l'idée ne serait pas de développer un peu ce que l'on appelle des coopérations renforcées, un peu comme s'est construite l'Europe, c'est-à-dire qu'on est un petit noyau au départ, on avance ensemble sur la base de choses qui nous sont communes, et ensuite, lorsque ça prend, eh bien, les autres peuvent nous rejoindre progressivement. Est-ce que l'idée ne serait pas justement de constituer un noyau de pays qui seraient piliers en la matière et qui entraîneraient dans leur sillage tous les autres? Mais c'est formidable ce que vous dites là. C'est tout à fait ça que je demande depuis des années. Il faut des... comment on appelle? Il faut des dragons africains en termes de capacité, en termes d'expertise, en termes de richesse. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Quand on fait une projection sur l'Afrique, quand vous payez pays par pays, il y a un pays dans le monde qui est le plus puissant et qui a la plus grande opportunité du monde, c'est la RDC. C'est le pays le plus puissant en termes de potentialité de mines. Mais les mines, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Mais si nous ne prenons pas la décision de dire, voilà, notre Assemblée nationale a décidé de parler à tous les investisseurs qui viennent que nous avons décidé d'arrêter de vendre le produit en brut. Et que notre Assemblée nationale a décidé de transformer nos matières premières, c'est-à-dire les cobalt, le lithium, sur place. Quand on fait ça, on crée de la richesse, on crée des usines chez nous, on a des jeunes qui sortent de l'école, 1 million de jeunes tout le temps, on peut les employer dans le pays au lieu qu'ils prennent des bateaux. C'est une stratégie cohérente qu'il faut créer pour créer la possibilité
de convergence et de créer des entreprises chez nous, des usines de transformation. Il faut qu'on arrête. J'ai vu tout dernièrement le président Tshisekedi, je dis, mon frère, il faut qu'on lutte pour arrêter de vendre en brut. Parce que si vous vendez en brut, vous vendez 700 € la tonne, vous transformez, ben, vous le vendez à 3 000 €. Ben, il n'y a pas de photo. Il faut qu'on transforme, il faut qu'on forme pour aller. Alors, et puis pour les entreprises, tout le monde peut créer son entreprise, mais il faut s'assurer de quelque chose. Il faut être outillé pour créer une entreprise. Parce que moi, je préfère qu'on forme des gens pour créer leurs entreprises que de dire aux gens, créez vos entreprises. On doit outiller les gens. Parce que si on n'outille pas les gens, ben, ils créent des entreprises qui vont mourir 1 an, 2 ans. Donc, il faut outiller les gens pour qu'ils soient capables de créer des entreprises pérennes pour qu'on réussisse ensemble. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Ambassadeur Cheikh Keita, chairman de l'Open Business Africa et également président fondateur de l'Observatoire panafricain pour le numérique, pour le développement. Merci, merci infiniment. Alors, il a oublié quelque chose de très important dont j'ai le cœur, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, on a 300 à 400 000 personnes qui meurent pour les faux médicaments. Alors, je viens de lancer une initiative qui s'appelle le CEFMA. Le CEFMA, c'est la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. Alors, je vous invite tous à m'écrire si vous avez des idées pour qu'on lutte. Alors, mon adresse mail, c'est très simple. C'est goafricanow@gmail.com. Allez-y en Afrique maintenant, @gmail.com. Merci, merci. Merci messieurs pour cet échange fort enrichissant. Dans la continuité de cet échange, nous aurons donc l'intervention d'Orange Money Europe avec monsieur Bruno Guivarch qui est le représentant justement de Orange Money Europe. Merci d'accueillir monsieur. Et voilà comment une marque se retrouve au centre de l'attention. Merci à vous. Alors, je sais que je passe à la mauvaise heure parce que tout le monde a faim. Alors, comme on parle business, je me suis dit, tiens, je vais leur raconter l'arrière-cuisine. Je vais vous raconter comment on vit chez Orange Money Europe. Alors déjà, il faut savoir qu'on est au marketing, on est 5. C'est en gros le cœur du réacteur. C'est ceux qui ont les idées. Et puis derrière, il y a une vingtaine de techniciens. Donc tout le produit, en fait, repose sur 25 qu'on est. Donc si je vous dis ça, c'est juste parce que quand on dit Orange, on a toujours l'impression que c'est le monstre, la multinationale. Ben non, pas du tout. Nous, on est juste 5 dans un bureau et puis on prend le café. Et puis c'est généralement en prenant le café qu'on a des idées. Et par exemple, en gros, Orange Money Europe, ça existe vraiment depuis 5 ans. Et il y a 4 ans, il y a un collègue qui se lève un matin et il se dit mais pourquoi est-ce que l'application n'est accessible que sur les téléphones d'Orange? Comme idiot. Alors ça vous paraît normal, vous, que vous êtes chez les Barra, chez Free, chez Bouygues et vous avez notre application. Mais mine de rien, chez Orange, c'était juste une révolution. Et donc il est arrivé le matin et puis on a pris le café et puis il nous a dit ça. Puis on dit mais oui, évidemment, faisons-le. Bon, on l'a fait. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez que je m'appelle Orange Money Europe. Et ben c'est parce que, alors pour le coup c'est moi, donc je me la pète un peu. Un matin je suis arrivé, je dis mais pourquoi on n'est que en France? Puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit bah, c'est simple, on est chez Orange France. Je dis bah oui mais... Puis on s'est regardé, puis on s'est dit ouais allez on va en Belgique. Voilà. Et donc on a commencé par la Belgique et puis maintenant on est présent dans 8 pays. Donc tout ça, donc vraiment pour vous expliquer que on n'est pas une multinationale, on passe pas notre vie en réunion et on passe pas notre vie à réfléchir à des choses concrètes qui prennent des années. Non, on est juste une petite équipe et puis on a des idées. Alors je vous dis tout de suite, 90% des idées qu'on a, on les réalise jamais, tout simplement parce que c'est trop cher, parce que ça prend trop de temps, parce qu'on a une idée mais qu'on en a 3 autres derrière et donc on se dit non, on va abandonner ça et puis on va faire autre chose. Donc on a la prétention d'être agile. Donc ça, c'est un mot qui est très très à la mode dans les grosses entreprises comme la mienne. C'est un truc qui est très difficile parce que justement, généralement, vous êtes agile, mais derrière, vous trimballez
une bonne centaine de mecs qui, eux, ne sont pas agiles du tout, qui n'ont pas du tout envie de vous suivre. Et ben, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que notre produit, il est assez inventif, il marche très très bien. Et c'est parce que justement, on a cette capacité à rester une petite équipe et à rester inventif. Par exemple, on fait du business là, chez Let's Talk Business. Alors, moi, mon métier, c'est d'être au plus près des diasporas. Donc des entrepreneurs, j'en reçois plein et ils ont tous une question. Ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu as des plafonds de transfert qui sont aussi bas? 2000 €. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 2000 €? Bah, tout simplement parce qu'au départ, notre application, elle respecte la réglementation. Et la réglementation, elle dit que nous, on s'adresse à des particuliers. Et la réglementation, elle est assez simple. Elle dit un particulier, il n'y a pas de raison qu'il envoie 10 000 € par mois, surtout quand il en gagne 1500 ou 2000. Ça n'existe pas. Et donc, le réglementaire nous dit voilà, vous allez mettre un plafond, il va être assez bas, et puis vous allez prendre tout un tas de dispositions pour que les gens respectent ce plafond. Donc, vous allez vérifier les papiers, vous allez faire plein de choses. Et puis donc, moi qui rencontre des entrepreneurs qui, eux, ont des bonnes raisons d'envoyer beaucoup plus, ils me disent, oui, mais t'es gentil avec ton appli, mais surtout que les autres, là, les Américains, les Américains, ils n'ont pas la même réglementation que nous, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc du coup, moi, je suis revenu au bureau, là, avec mes collègues, au bureau, au café. Puis je leur ai dit, on arrête maintenant les 2000 €, là, parce que moi, je me fais engueuler tout le temps, et puis j'en ai un peu marre. Et donc, on a travaillé une nouvelle offre. Une nouvelle offre professionnelle. Et ça, vous voyez, c'est vraiment grâce à vous, parce qu'au départ, on n'était pas parti là-dessus. C'est vraiment parce que vous m'avez fait remonter vos besoins que tout d'un coup, je suis retourné voir mes collègues et puis qu'on s'est dit, ouais, on va le faire. On va faire une offre aux professionnels qui va permettre d'envoyer plus d'argent. Alors, on ne va pas envoyer des 100 000 et des 200 000 €, parce qu'on reste du mobile money. Mais on va vous aider à faire un business avec l'Afrique. Et pour répondre à monsieur l'ambassadeur, oui, il va falloir qu'on augmente le business avec l'Afrique et on va vous aider un petit peu. Voilà, donc voilà, je ne vais pas vous raconter toutes les idées qu'on a eues parce qu'on en a beaucoup. Et puis je crois que vous avez faim, et moi aussi. Donc je vais remercier Alain, je vais remercier Sheila vraiment de m'avoir invité, de m'avoir laissé ce petit laps de temps là pour vous rappeler que certes on est une multinationale, mais que chez Orange Money Europe, on est juste une petite équipe, on a plein d'idées, et si vous avez des idées, vous venez me voir, et puis moi j'essaierai de convaincre mes collègues au café. Alors, mon cher ami, moi je suis très heureux, mais il y a un mot que je n'aime pas, c'est dire aider, on va vous aider. On va faire du business. Faisons du business. Merci à vous. Merci. Juste avant notre pause déjeuner, nous aurons un court témoignage qui sera présenté par le pasteur André, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole, je vais le présenter. Le pasteur André Lasme est un ancien cadre de banque, chef d'entreprise et fondateur des Églises Amour de Dieu en France, mais également à l'international. André Lasme est un conférencier hors pair et un érudit dans l'accompagnement des jeunes et des femmes dans le développement de leurs différentes activités, à travers la transmission de l'information économique. Il a tenu des conférences devant plusieurs milliers de personnes lors de ses tournées dans le monde, plus expressément au Nigeria, en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Ghana, mais également en Côte d'Ivoire, sans oublier la France. Ses ambitions encouragent les jeunes et les femmes à s'émanciper en prenant des initiatives entrepreneuriales, mais également à viser l'excellence dans les études et dans l'innovation. Tout cela en restant attaché aux valeurs de l'amour et du pardon, qui est un gage d'une réussite absolue et d'une société apaisée. Merci d'ovationner pour le pasteur André Lasme. Bonjour à tous. On ne m'a pas appelé pour prier pour le repas. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'être ici. Et je voudrais tout simplement rendre hommage à M. Thiba Alain et les organisateurs. Vraiment, je suis très fier de lui et de vous tous et toutes, de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train
d'implanter comme construction. Parce que vous ne savez pas que les grandes choses ont commencé par des petites choses. Voilà. Et je ne vais pas être très long, mais je veux encourager des personnes et parler de mon expérience personnelle, juste brièvement. Merci, Votre Excellence, merci à tous ceux et celles qui sont ici. Aujourd'hui, mon but, en tant que pasteur, c'est d'encourager la jeunesse et les femmes. Je croyais que les femmes allaient applaudir. C'est vrai que ça fait un peu prétentieux de parler de soi. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre en parle. Mais aujourd'hui, dans l'église l'église que nous gérons, aujourd'hui nous avons plusieurs églises, pas mal d'églises, 19 églises et 39 en devenir. Mais je vais parler du business. Parce que pour pouvoir faire grandir une église, il faut des moyens. Dans la Bible, il y a marqué que la sagesse du pauvre est méprisée. Et je pense que si j'ai l'honneur d'être ici, c'est que je suis quand même le pasteur de quelqu'un qui est en train de réussir dans les affaires. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes et de femmes à l'église qui réussissent excellemment leur entreprise, qui ont de très bons contrats, parce que mon épouse et moi, en tant qu'anciennes personnes qui avons travaillé, leur donnons des conseils utiles pour la société. Et je prends l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Johan Zehayan, qui a 24 ans, qui est venu à l'église à 17 ans, qui a abandonné la drogue. Et il fallait encadrer ce jeune, le financer, l'aider. J'ai trop aimé votre discours, mademoiselle. Le discours aussi, Votre Excellence. Il fallait l'encadrer et l'aider. Il est venu, on a sorti de l'argent de notre propre compte pour pouvoir aider ce jeune homme. Aujourd'hui, il a des contrats à 30 000, 40 000 euros. Dans la coiffure, il ouvre plusieurs salons. À son jeune âge, il a déjà acheté une maison. Voilà, cash en plus. Donc, voilà. Et des exemples comme ça, on en a plein à l'église. Moi, je vous parlais de copier. En ce moment, nous avons un sérieux problème entre le choc entre l'Occident et l'Afrique. Il y a des rancœurs, il y a eu des choses qui sont passées qui ont mis de la rancœur dans le cœur et qui font que nous voulons réussir souvent pour un but de vengeance. Si nous référons à l'histoire, l'Égypte a été copiée par le royaume de Babylone. Les Grecs ont copié les Égyptiens, les Babyloniens. L'Empire romain a copié les Grecs. Les Gaulois ont copié les Romains, parce que la Gaule est un pays inculte, barbare, qui coupait la tête de ses ennemis, qui les plantait sur des piquets. Donc c'était des gens qui n'avaient pas de connaissances et qui ont réussi grâce aux Romains. Aujourd'hui, mon frère de bonnet orange a réussi grâce aux Romains. En fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est ne pas travailler avec un esprit entre guillemets raciste. Il faut copier sur ce qui marche. Les Chinois ils ont copié l'Occident, ils sont en train de supplanter l'Occident. Savez-vous que l'Australie abrite tous les prisonniers de l'Angleterre? Est-ce que vous savez ça? Que tous les prisonniers d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, on les a tous emmenés en Australie. Vous voyez ce qu'ils sont devenus? Ils ont copié et ils ont réussi. Copier ce qui marche. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Copier ce qui marche et aller chercher la clientèle. Aujourd'hui, Orange Money, c'est le client de M. Tiba. Je ne pense pas que vous avez un but de tuer tous les Africains. Pas tout de suite. Attention. Hein. Attention, parce que les premiers Occidentaux, ils ont été tués en Afrique. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, c'est d'avoir un business à peser afin qu'on puisse aller dans le bon sens du terme et puis surtout pouvoir développer nos activités.
Moi, je veux encourager quelqu'un ici à se dire que mon activité va marcher. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir me voir, c'est gratuit. Ça va marcher. Et la meilleure manière de réussir son activité, je vais finir avec ça, la meilleure manière de réussir son activité, c'est d'abord se lever, faire ce qu'on aime. La deuxième chose, il faut faire une activité pour aider les gens. C'est en aidant les gens qu'on réussit. La personne qui a... Aujourd'hui, j'ai des activités qui fonctionnent, je ne vais pas en parler. Quand je crée une église, surtout quand c'est en Afrique ou ici, j'investis dans des jeunes qui ont des talents. Je leur donne de l'argent pour qu'ils puissent s'assumer eux-mêmes et qu'on ne fasse pas un évangile où on commande. Parce que c'est important de prêcher ce qu'on veut prêcher et de dire ce qu'on veut dire. Mais il faut aider les gens. La personne qui a... J'ai oublié le nom de cette personne qui a créé l'anesthésie. Est-ce que vous savez que toutes les inventions ont été faites par des chrétiens? La plupart des gens la personne qui a créé l'anesthésie, c'est un chrétien qui a prié, qui a demandé à Dieu de lui donner une solution, de faire en sorte que... Il a fait une opération sur une personne, il était traumatisé par les cris. Et il a prié, il a demandé à Dieu de l'aider. C'est un grand médecin, de lui donner la conception de l'anesthésie. Il a créé l'anesthésie pour aider. Toute entreprise qui marche, c'est une entreprise qui aide les gens, qui répondent à un besoin. Ne faisons pas des entreprises pour devenir riches, mais pour aider les gens. Et puis c'est pour ça que vous allez devenir riches. Voilà. Merci, Pasteur André, pour cette intervention. Donc nous allons passer à la pause déjeuner. N'hésitez pas à vous diriger vers la sortie. Merci.